Pour le 10h midi et pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Eric Revel qui est avec nous depuis Nice. Bonjour Eric. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour Nicolas Corato, bonjour, président fondateur Valérie. Du think tank Place de la République. Najwa El Haïté, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Et Judith Weintraub, bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Valérie. Bonjour à vous. Évidemment, le sujet dont tout le monde parle et dont on parle, c'est cette affaire Sarkozy révélée par Le Point. Le parquet national financier est-il devenu une officine politique? Est-ce que ce sont des méthodes de barbouze? On a appris que des juges avaient donc étudié les fadettes. Ce qu'on appelle les fadettes, ce sont les reçus, les reçus de téléphone, les factures de téléphone de nombreux avocats. On va y revenir. Est-ce qu'il y a un acharnement sur Nicolas Sarkozy? On en parle avec vous. On va parler des municipales. C'est un second tour bien particulier, des municipales presque au rabais, puisque beaucoup de gens n'ont pas l'intention d'aller voter. 0826 300 300. On va en parler avec vous et puis sur le risque évidemment d'une énorme claque pour la République en marche. Petit tour de chauffe, petit tour de ce qui a retenu votre attention à tous dans l'actualité. Nicolas Corato. Oui, alors moi je suis pratiquement en vacances, donc j'avais envie de parler sur de des choses un peu plus légères. Oui, parce que moi j'ai lu le Figaro ce matin. C'est bien. Il y a toujours des très belles pages dans le Figaro, notamment les pages culture, loisirs. Ouais. Alors il y a un article absolument délirant sur la nouvelle Ferrari. Il n'y a que le Figaro pour faire une page sur la nouvelle Ferrari. C'est une Ferrari électrique, enfin en tout cas hybride. Quel est l'intérêt d'une Ferrari électrique? Je n'en sais rien, c'est pour ça que j'en parle. Mais en gros, je me suis dit quand même, la Ferrari, ce qui plaît dans la Ferrari, c'est le bruit du moteur qu'on entend venir très très loin. Je me dis que Ferrari eux-mêmes aillent vers l'hybride et aillent construire une voiture dont, alors moi j'y connais absolument rien, mais j'ai compris qu'en fait, de 0 à 135 km/h, vous étiez en électrique et donc pas un bruit quand vous faisiez les accélérations en centre-ville, parce que l'idée c'est que les Ferrari puissent continuer de rouler en centre-ville, parce qu'avec les nouvelles normes, demain elles ne pourraient plus le faire. Et donc Ferrari a développé un moteur, alors silencieux. À ce rythme-là, vous tenez 25 km. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez faire les centres-villes pendant quelques kilomètres et ensuite repartir comme avant avec le beau gros bruit. Ça coûte 400 000 euros. Ça coûte 400 000 euros. Et je me suis dit, mais c'est quand même très étonnant, parce que est-ce que les amateurs de Ferrari, qui aiment quand même ces gros moteurs qui font beaucoup de bruit, il y a déjà 50 Français qui sont sur liste d'attente et qui ont commandé cette nouvelle Ferrari. Eric, vous l'attendez, la Ferrari? Je n'ai pas précisé que vous étiez directeur de la chaîne Azur TV, donc dans le sud, il y a pas mal de Ferrari. Sur la Côte d'Azur, on voit beaucoup de Ferrari. Il y en a qui font du bruit. Il y en a des jaunes, il y en a des grises, mais elles font du bruit, notamment sur la A8 où je me prends des PV tous les jours. Quand elles vous doublent, elles font beaucoup de bruit. Mais j'aime bien ce coup de cœur parce que moi, bien que je sois encore au travail pour quelques semaines, j'ai envie aussi de parler de voyage, vous voyez. Et la réouverture d'Orly, Valérie, m'inspire beaucoup. Oui. D'abord, vous avez peut-être vu ces images, c'est une tradition dans l'aéronautique. Quand un aéroport rouvre avec le premier avion d'école où se pose, on l'asperge d'eau, ce qu'on appelle le water salute, le salut de l'eau. Moi, je trouve ça fantastique. D'abord, je trouve ça fantastique parce que ça nous redonne de l'espoir, même si la Covid-19 rôde encore partout avec les clusters. Ça nous redonne de l'espoir, ça nous ouvre des horizons, la réouverture d'Orly, même si pour l'instant c'est un pourcentage limité de rotation. Et puis c'est aussi une partie de notre culture, ma chère Valérie. Vous vous souvenez de la chanson de Gilbert Bécaud sur Orly, et puis celle non moins célèbre mais un peu plus nostalgique de Jacques Brel, Orly, que c'est triste avec ou sans Bécaud. Voilà, je voyage dans la culture et je voyage tout court avec cette réouverture, ma chère Judith et ma chère Valérie. Alors comme nous sommes à la pointe de l'actualité, on a appris il y a quelques instants que les pistes étaient rebloquées puisque des militants d'Extinction Rebellion se sont introduits sur les pistes de l'aéroport. Ce sont les mêmes qui sont enchaînés sur la grille. Mais oui, mais alors ça pose quand même une question qu'on a déjà posée en début de semaine, c'est que, avant le Covid, vous vous souvenez, quand on allait dans les magasins, on fouillait votre sac, à l'aéroport il y avait des contrôles incroyables. Là on voit quand même en l'espace de 3 jours qu'il y a des gens qui ont réussi à s'enchaîner aux grilles de Beauvau, à balancer du faux sang, à accrocher une banderole, et là qui s'introduisent sur les pistes de l'aéroport. Donc on se demande aujourd'hui, il y a plus de
sécurité. Et le terrorisme est toujours là, les terroristes sont toujours là. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, les uns et les autres. La même chose qu'à vous, on pourrait se poser la même question. Comment, rappelez-vous, une des manifs interdites du comité Justice pour Adama a réussi à amener un camion podium dont un ami syndicaliste m'a dit que ça coûtait d'ailleurs très très cher, jusqu'au milieu de cette manifestation interdite. Il y a vraiment du deux poids deux mesures. Oui, on a un petit peu de mal à comprendre. Enfin, envahir les pistes d'Orly, c'est pas rien quand même. Et puis Valérie, envahir les pistes d'Orly, c'est pas rien. Ça, vous avez raison en termes de sécurité. Mais attendez. Il y a plus grave, à mon avis, c'est que la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur à Paris, c'est à 150 mètres de l'Élysée. Ça veut dire que vous laissez arriver des militants qui sont quand même assez rudes et assez violents, qui s'enchaînent, qui balancent du faux sang, et tout ça à 150 mètres du bureau du président de la République. Enfin, on est dans une situation, mais pardon, mais à force de ne pas faire réagir les forces de l'ordre, on va arriver à en trouver installés dans les fauteuils face au bureau du président de la République à l'Élysée. Oui, pourquoi pas, hein. Une réaction, Nicolas Corato, sur ça? Oui, enfin, ce sont des militants d'une nouvelle ère qui sont très formés à des méthodes très particulières d'intrusion. Système non violent, c'est-à-dire qu'ils sont jamais. Ils sont pas violents. Ils font très attention de ne pas être en infraction, mais il y a une vraie doctrine. Quand ils avaient investi ce centre commercial à Vélizy ou je ne sais plus où, c'était pas très violent, mais c'était super violent. C'est juste une entrave à la liberté de circuler des autres. Mais bien sûr, c'est une violence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont très formés, très bien encadrés. Ils sont paramilitaires, vous voulez dire? Oui, mais il y a tout un truc. Après, moi, je vais vous dire, je suis autant choqué par leur manifestation à Beauvau, et je vous souscris totalement à ce que vous dites, Eric, qu'aux manifestations des policiers en armes qui se sont également rassemblés à Beauvau. Pour moi, c'est tout aussi scandaleux et tout aussi inquiétant. Non, je ne peux pas vous laisser dire une chose comme ça. Mon cher Nicolas, que des policiers manifestent en armes dans ce pays, c'est un problème grave. Par terre, je crains moins de débordements des policiers qui jettent leurs menottes par terre que de paramilitaires écologistes dont on ne sait jamais où ils s'arrêtent. Parlez-en aux gens qui font du maintien de l'ordre, aux spécialistes, ils vous diront qu'il n'y a pas plus dangereux et violent qu'une manifestation de policiers. Bien sûr, on l'a vu, depuis une semaine, on n'a pas vu de violence. C'est scandaleux. Manifester avec des armes, c'est scandaleux. Mais ils les ont utilisées, les armes, pendant leur manifestation. Bon, bah voilà, donc à un moment, il faut être docteur en droit public, on ne manifeste pas avec des armes quand on est un officier de police. Non, mais il faut être cohérent. Enfin, je veux dire, il faut être très cohérent, c'est la loi. Ouais, non, je suis désolée. Il y a eu un malaise qui s'est exprimé de la part de ces policiers. Donc moi, en soi, c'est ce que j'allais dire. Vous déplacez en effet le problème. Il a un petit sourire, il est de mauvaise foi. Il y a un petit sourire en loin, là. Il est content, mais il en pense pas. Il a besoin. Mais comme je suis en bonne compagnie, j'en profite. Il a besoin de vacances. Voilà, il sait qu'on va le taxer. Donc cette Ferrari électrique était votre coup de cœur, celui d'Éric, la réouverture d'Orly, dont on espère que les pistes vont effectivement fonctionner malgré cette action scandaleuse. Moi, j'ai pas honte de le dire. Je trouve que tout c'est, enfin bref, ça m'énerve. Je suis en colère. Judith aussi est en colère. Oui, assez. C'est sur le plan hôpital. Vous savez qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé qu'il débloquait 6 milliards pour des revalorisations salariales pour les soignants, pas pour les médecins qui ne sont pas concernés, pour les soignants. Et les syndicats du public sont très mécontents, parce que l'enveloppe concerne aussi les soignants du privé. Alors vous me direz, c'est normal, ils veulent plus d'argent pour tout le monde. Pas du tout. Ils veulent juste que ça ne concerne pas le privé. Et rappelez-vous, pendant la crise, l'un des problèmes a été que le privé disait, mais on a des lits, amenez-nous les malades, mettez-nous à contribution, que ça a été extrêmement difficile au sommet de la pyramide parce que les autorités sanitaires de ce pays ne voulaient pas en entendre parler et on a eu droit à des opérations grandioses et ridicules comme le transport de malades à grands frais avec des grandes difficultés depuis le Grand Est, alors que des places étaient disponibles dans le Grand Est, dans le privé. Je vois qu'à la base c'est pareil. Oui, Eric Revel. Oui, non, mais Judith a raison. C'était une façon de mettre en scène l'État efficace. Vous voyez, l'État qui avait été tellement efficace depuis les masques. Donc pour moi, c'était une grande mise en scène. Judith a raison. Il y avait même des lits, paraît-il, de libres dans Paris. Mais sur la question des hôpitaux, on verra bien. Je souhaite une augmentation, évidemment, des salaires, des traitements, des soignants, etc. Mais bon Dieu, réformer l'administration. Voilà, bien sûr. Il n'y a pas un prof de médecine, il n'y a pas un médecin. Il n'y a pas une infirmière qui ne dise pas ça. Vous dit, derrière chaque infirmière, il y a un personnel administratif. Mais arrêtons. On a besoin de
la bureaucratie tue l'hôpital. 33% des personnels hospitaliers ne voient pas un malade. 33%. Sans parler du boulot administratif qui est imposé aux gens qui, eux, voient les malades. Oui, absolument. Donc, vous l'avez dit, les professeurs. Je vous donne un exemple précis, Valérie. Et concret, je vais vous dire, je vais vous faire rentrer un peu dans ma vie privée. Alors, je me suis fait opérer du genou. Je me suis fait opérer du genou. Bon, j'avais une petite fissure au ménisque, d'accord. Bon, on me l'avait diagnostiqué avec un scanner, et non pas une radio, un scanner, parce que la radio ne détecte pas les fissures du ménisque. Je l'ai appris. Bien. Eh bien, j'arrive dans un hôpital public, très bien, remarquable, j'ai été très bien opéré, les gens très compétents. Et l'infirmière qui était en face de moi, qui avait peut-être pas vu de malade depuis longtemps, me remplissait mon dossier simplement. Elle me dit, ah là là, maintenant je suis l'administratif. Et elle me dit, dans le protocole, il faut faire une radio. Je lui dis, mais madame, en fait, vous savez que avec une radio, on ne peut pas détecter une fissure du ménisque. D'ailleurs, voici mon scanner, j'en ai déjà fait un. Elle me dit, non, je suis désolé, il faut faire une radio. J'ai dit, mais madame, ça ne sert à rien. Eh bien, elle a été voir le prof qui lui a dit, mais madame, il a raison, ça ne sert à rien. Résultat, à mon modeste niveau, Valérie, j'aurais fait une radio qui aurait coûté tant à l'hôpital public, qui aurait été remboursée par la Sécu et qui ne servait à rien. C'est des process qui sont mis en place. Et ce qu'ont dit les médecins et les professeurs après le Covid, c'est que tout a fonctionné sans les administratifs. C'est-à-dire qu'ils ont repris possession de leur hôpital, ils ont géré les lits, ils ont géré les choses. Et ça s'est bien passé. Et beaucoup d'entre eux sont très inquiets au-delà de la revalorisation dont vous parliez, qui est essentielle pour tous les soignants. Oui, mais pas dans ce système-là. Déverser de l'argent dans ce système-là, c'est peine perdue. Ça va. C'est le tonneau des Danaïdes. Coup de gueule de Najwa. Alors, coup de gueule, j'aimerais parler de la guerre des robes qui doit cesser. Donc, je ne vais pas rentrer dans les affaires puisqu'on va en parler juste après. Donc, comme vous avez pu le remarquer, le torchon brûle entre les avocats et les juges depuis les révélations du Point concernant l'espionnage des avocats par le parquet national financier. On va y revenir. Alors, des avocats pénalistes ont l'impression d'être considérés par les magistrats comme des malfrats. Et sans remonter trop loin, on rappellera que déjà en 2001, dans son rapport, le Sénat constatait déjà la dégradation entre les juges et les avocats. Et plus récemment, souvenez-vous, en mai 2019 à Paris, cette avocate qui a été prise par les épaules, par les jambes, qui a été sortie manu militari par les policiers parce qu'elle était en contradiction avec la présidente du tribunal de Paris. Donc ça a été des images qui ont choqué notamment la profession des avocats. Donc le dialogue semble aujourd'hui très détérioré entre les deux professions et il serait temps de cesser le feu, car comme le rappelait très justement un ancien directeur de l'École nationale de la magistrature, l'avocat n'est pas l'adversaire des magistrats, mais un partenaire qui concourt à l'œuvre de la justice. Donc la justice doit absolument retrouver sa sérénité, au risque de dégrader la qualité de la justice rendue et d'impacter bien sûr la confiance des justiciables vis-à-vis de la justice. Confiance largement entamée. Largement entamée, absolument. Moi, juste un rapide coup de gueule sur Vaux-en-Velin, où un enfant a été grièvement blessé après un rodéo. Je ne vois pas de manifestation, je ne vois pas de mobilisation contre ces rodéos, et pourtant c'est bien contre cela que s'élèvent souvent les policiers qu'on accuse de tas de choses, et c'est vrai que ces rodéos continuent. Il faut qu'un enfant soit aujourd'hui entre la vie et la mort, et qu'on en parle finalement assez peu, mais il faut que ces rodéos cessent. Voilà, c'était mon coup de gueule à moi. On se retrouve dans un instant pour parler du PNF, le parquet national financier. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, l'affaire Sarkozy, l'affaire Collère, l'affaire Fillon. Le PNF, le parquet national financier, est-il devenu une officine politique au service du pouvoir? Au-delà de cela, on peut s'interroger tout de même sur les révélations du Point, des juges qui ont géolocalisé des avocats, qui ont examiné leurs factures de téléphone. Écoutez ce qu'en disait Philippe Bilger ce matin dans la matinale de Patrick Roger. Est-ce que les magistrats... ils sont véritablement dans leur rôle en allant jusque-là? Ah non, pas du tout. Il me semble, Patrick, que depuis une ou deux semaines, on peut considérer qu'Eliane Houlette
a ouvert la boîte de Pandore en ce qui concerne le parquet national financier. Ce qui m'importe, c'est de savoir pourquoi on a osé mettre en œuvre durant plusieurs années ce processus qui était complètement illégitime, voire illégal. Il y a d'une part la détestation profonde de certains avocats de la part de l'univers judiciaire. Voilà, donc Philippe Bilger, qui ne mâche pas ses mots, magistrat honoraire, Éric Revel, c'est... Écoutez, moi je n'ai pas les qualités et les compétences de notre ami Bilger, mais je vais vous dire ce que je pense du PNF, du parquet national financier. Parce que regardez bien la séquence d'actu autour de cette petite organisation peu transparente. L'affaire Fillon. L'affaire Fillon. On apprend qu'un magistrat a subi des pressions pour instruire plus vite, pour mettre Fillon en examen, pour qu'il soit certain de perdre la présidence. C'était le PNF. L'affaire Alexis Kohler, proche conseiller d'Emmanuel Macron, le président sans en-tête de l'Élysée a écrit au PNF, le parquet national financier, pour lui dire « Non, mon collaborateur, il est très honnête et il est plein de probité. » Résultat, poursuite arrêtée par le PNF. Et puis, l'affaire Dupond-Moretti et autres grands avocats qu'on découvre, mais c'est un scandale absolu, c'est un scandale d'État. Parce que ces avocats, au-delà du fait qu'un certain nombre d'entre eux n'ont rien à voir avec l'affaire Bismuth, mais enfin, quand vous êtes Éric Dupond-Moretti et que vous avez plein de clients, et que vous êtes écouté, ou qu'on relève vos fenêtres et qu'on sait à qui vous allez téléphoner, mais non seulement sur le dossier Sarkozy, c'est une attaque violente contre la défense, mais contre plein de dossiers, ça peut être le cas. Donc c'est un scandale. Les enquêtes parallèles du PNF non seulement doivent cesser, mais Valérie, après j'arrête, je vais plus loin, le PNF, lui, ne doit-il pas cesser d'exister ? C'est la question qu'on pose aussi aujourd'hui. Il faut expliquer, vous avez évoqué l'affaire Bismuth, en fait ce sont des enquêtes gigognes, on peut parler d'enquêtes gigognes, ça a commencé avec l'affaire de la Libye. Oui, mais ça a commencé avec l'affaire de la Libye, et puis il y a eu cette demande... ou pas de Nicolas Sarkozy qui s'inquiétait de l'affaire Bettencourt. Il a donc pris un téléphone au nom de Paul Bismuth pour pouvoir échanger avec son avocat, et il semblerait qu'à un moment il ait voulu influencer un juge qui voulait obtenir une place à Monaco, et puis le lendemain dans cet échange avec son avocat il dit j'ai rien demandé, etc. Donc les juges ont pensé qu'il avait eu l'information selon laquelle son téléphone était cramé, comme on dit, et qu'on savait et qu'il savait qu'il était sur écoute. Non, mais je resitue. Absolument, qui n'a pas été versé au dossier. Absolument. Alors, qui veut répondre ? Non, mais peut-être dire deux choses. D'abord, ce scandale, on en a une première partie en 2015 quand on découvre que dans cette même affaire Bismuth, l'Ordre des avocats de Paris, le son bâtonnier a été écouté pour essayer de savoir effectivement d'où venait la fuite. Donc on a la découverte aujourd'hui, 5 ans après, qu'en fait il y avait une forme de surveillance généralisée des avocats pénalistes parisiens, ordre y compris, par les enquêteurs dans l'affaire Bismuth. Ça pose, et moi je suis tout à fait d'accord avec Éric, ça pose le problème du positionnement du PNF, mais ça pose plus largement le problème de ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires, c'est-à-dire ces grandes enquêtes au long cours avec des filets dérivants, avec beaucoup de moyens techniques et humains, où finalement les enquêteurs agissent non pas sans règles et sans contrôle, mais sans aucun contre-pouvoir et sans aucun contradictoire. Très concrètement aujourd'hui dans notre pays, Valérie Expert, vous pouvez être sous écoute téléphonique depuis 2 ans, vous pouvez être géolocalisé depuis 2 ans, vous n'en avez pas conscience, personne n'en a conscience, les juges du judiciaire ne sont pas nécessairement concernés puisque c'est le parquet qui mène l'affaire, et un jour on va vous dire, eh ben on vous met en examen parce qu'il y a 2 ans vous avez appelé Nicolas Corato et vous l'avez raconté. C'est ça aujourd'hui la manière dont les juges fonctionnent. Ça touche Nicolas Sarkozy, ça touche Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement le même genre de comportement et ça pose des questions, fondamentales sur l'état de droit. Qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon vient faire là-dedans ? Mais parce qu'il était... Non mais sa perquisition... Lui, il a rien à craindre. Non, mais, lui, il est la République. Éric, mais on doit honnêtement dire que sa perquisition suit une enquête préliminaire qui a immédiatement débouché sur la perquisition de ce sauf que c'est légal. Hier, j'entendais un magistrat dire que c'était légal. Les fadettes, ça pose une question. Les fadettes, donc c'est
factures téléphoniques. Les fadettes d'avocats, il y a un vide juridique, puisqu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez mettre sous écoute un avocat, vous êtes obligé de prévenir son bâtonnier, qui ne donne pas un avis, mais qui sait un de ses avocats. Ça ne marche pas pour les fadettes. Les fadettes n'entrent pas dans le périmètre de ça. Mais vous avez des règles sur la protection du secret professionnel qui vous expliquent que vous ne pouvez pas mettre sous écoute 2 avocats qui discutent ensemble d'une affaire. Ouais. Et là, on a mis sur écoute des conversations entre avocats. Pas d'écoute, hein. Ce sont des fadettes. Apparemment, il n'y a pas eu d'écoute. Il y a eu des fadettes, il y a eu de la géolocalisation et il y a eu ce qu'on appelle aussi des IMSI catchers, c'est-à-dire ces boîtiers qu'on place pour prendre toutes les données qui viennent d'un même périmètre et qui auraient été positionnées aux abords de grands cabinets d'avocats pénalistes et dont on peut imaginer qu'elles ont capté, y compris des conversations. Alors, on y revient dans un instant avec Najwa et Judith qu'on n'a pas entendu sur le sujet. Évidemment, vous pouvez réagir, hein, 0826 300 300. Est-ce que vous êtes choqués? C'est un scandale d'État, disent certains, de ce que vous disiez tout à l'heure, Éric Revel. On y revient dans un instant. Ensemble avec vous jusqu'à midi, nous parlons donc de cette affaire révélée par Le Point. Les juges du parquet national financier qui ont examiné les fadettes de nombreux cabinets d'avocats. Alors on a cité les plus célèbres, mais qu'ils aient été célèbres ou non ne change rien à l'affaire. Jean Veil, Dupond-Moretti, Maître Témim, on les a cités. Et comme le rappelait Éric Revel, plusieurs affaires qui mettent en cause ce parquet financier, l'affaire Fillon, l'affaire Colère. Alors, Najwa Laïté, c'est légal. Un policier envoyait un message en disant c'est légal, mais on peut soupçonner un acharnement quand même. Complètement. Mais moi, je vais distinguer en effet les affaires. Donc, concernant l'affaire Bismuth, c'est sûr que ce qui s'est passé n'est pas normal. Vous avez des avocats qui sont mis sur écoute et sans que le bâtonnier, vous le rappeliez justement, ne soit informé. Donc, cela viole l'intimité de la vie privée des avocats, le secret professionnel, mais également le secret de leur correspondance. Donc là, ce qui s'est passé n'est pas normal. D'autant, et vous le rappeliez justement, Judith, que l'enquête préliminaire qui était censée être jointe à la formation judiciaire, c'est le code de procédure pénale qui prévoit ça, n'a pas été fait. Donc autant dire que c'était cette enquête préliminaire était vraiment entachée, très obscure. Donc ça, c'est l'affaire Bismuth. Je reviens rapidement à l'affaire Fillon. Donc de quoi se plaint la magistrate, l'ancienne magistrate du parquet national financier? Elle dit: j'ai subi des pressions de ma supérieure hiérarchique, la procureure générale de Paris. Voilà, j'étais, d'une certaine manière, j'étais harcelée. Sauf que ça, c'est légal. Ça, c'est légal. C'est pas la première fois qu'un supérieur hiérarchique demande au plus vite la remontée des informations, surtout quand ça concerne des informations sensibles. Enfin, là, on est dans un cas très particulier. C'est ça. On parlait de l'égalité, d'illégalité ou légal. Là, c'est légal. Ensuite, qu'est-ce que dit cette magistrate? Elle se plaint d'avoir subi des pressions de ce même procureur pour interrompre son enquête préliminaire depuis les révélations du canard enchaîné qu'elle a lancé pour ouvrir à la place une information judiciaire confiée à un juge d'instruction. Eh bien, autant vous dire que les avocats de la famille Fillon mais se sont frottés les mains quand il y a eu un changement de procédure, parce que, vous le rappeliez justement, les enquêtes préliminaires qui dépendent du parquet, eh bien, vous n'avez pas de contrôle. Les avocats sont au courant de rien. Il n'y a pas de possibilité d'être informés de la part des avocats. Donc, autant vous dire que la défense de leurs clients est impossible dans le cadre d'une enquête préliminaire. Alors que dans une information judiciaire, eh bien, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, les avocats ont accès aux pièces du dossier, etc. Donc, autant vous dire que ce changement de procédure a été salué par les avocats des époux Fillon. Alors, là où il y a une erreur, c'est en ce qui s'agit, là, on revient encore, et là, il s'agit d'un vice. On va pas refaire toutes les histoires. Mais rapidement, il s'agit là d'un vice de forme que les avocats des époux Fillon mettent en avant. C'est là encore le fait que cette enquête préliminaire n'a pas été jointe à l'information judiciaire. Donc, c'est un vice de forme. Il y a vice de forme, mais il y a la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la question qu'on évoquait au début, c'est est-ce qu'il y a un acharnement sur Nicolas Sarkozy, et d'une manière générale, est-ce que cette PNF est un organisme, une organisation politique?
C'est difficile d'avoir une autre opinion. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces arcanes juridiques que je ne maîtrise absolument pas, donc il vaut mieux que je m'en tienne écarté. C'est compliqué. Politiquement, pourquoi le PNF est né, Parquet national financier? Pour lever le doute d'une justice plus clémente vis-à-vis des politiques. Fantastique. Mais oui. Après l'affaire Cahuzac. Où en est-on? On en est face à une juridiction dont on voit qu'elle a des omissions et des indulgences curieuses ou des désintérêts curieux. Je pense par exemple à l'affaire Business France qui a éclaté, révélée par le Canard enchaîné aussi d'ailleurs en mars 2017, pour laquelle Muriel Pénicaud est sous statut de témoin assisté et qui posait, et qui pose toujours d'ailleurs, parce qu'on en est toujours là. Là, ça n'a pas avancé, ce dossier-là. Non, et alors, rappelez-vous, pendant puisque mars, élection en mai, c'était en pleine campagne 2017, et Christian Jacob, patron de la droite, disait j'espère bien que le parquet national financier va se saisir de cette affaire de Madame Pénicaud, soutien d'Emmanuel Macron, lequel était lui-même ministre de l'économie. Donc, il y avait quand même des implications. Il a dû envoyer une lettre. Voilà. Et là, bizarrement, le parquet national financier ne s'en est pas saisi. Il s'est pas saisi de l'affaire Ferrand. Non. C'était en Bretagne. C'est les mutuelles de Bretagne. Ouais. Donc, ils s'en saisissent. Etc. Donc, il choisit ses affaires. Quand par hasard, il choisit une affaire dans laquelle est cité un proche de l'entourage d'Emmanuel Macron, je pense à Alexis Collère, il conclut qui a circulé, il n'y a rien à voir. Circulé, il n'y a rien à voir. Et c'est une seconde plainte. Oui. C'est une seconde plainte d'anticorps. Voilà. Donc la réponse est oui. Maintenant, quand on dit politiser, ça ne veut pas forcément dire, comme l'a clamé à l'époque François Fillon, cabinet noir, c'est-à-dire mainmise de politique sur la justice. Ça pose la question de la politisation des juges. Des juges, oui, c'est ça. C'est la particularité de ces juges-là. Éric Revel. Oui, ce que dit Judith est frappé au coin du bon sens. Simplement, sur l'affaire Fillon, hier nous avions Manuel Valls sur Azur TV, qui lui est certain que c'est pas François Hollande qui a fait pression, nous dit-il. Alors on se demande qui a pu faire pression sur ces hautes magistrats. Ça c'est un vrai sujet aussi. Il faudrait qu'elle s'en explique. Vous lui avez posé la question? Oui, bien sûr. Ouais. Ah non, oui, bien. Mais il m'a dit j'en sais rien. Ouais. J'en sais rien. Et quand je lui pose la question sur Alexis Collère en disant mais là. La lettre qui a été envoyée par le président de la République, bon là, il est un petit peu plus en recul parce que on sait que Manuel Valls est un soutien fort du président de la République, qui a qu'à regarder ses tweets. Mais juste sur la justice, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait Najab et Judith. Oui, Najwa. Mais pardonnez-moi, mais pour le commun des mortels dont je fais partie, ça nous échappe complètement tout ça. Ce qu'on voit, c'est quoi? C'est un pouvoir politique qui n'est plus crédible, globalement, et depuis longtemps, depuis des années. Ok, la sphère politique n'est plus crédible. La sphère de l'autorité est en train de céder sous nos pieds. On le voit bien dans la rue. Regardez cette vidéo absolument hallucinante de 2 gendarmes qui ne savent pas comment interpeller un homme qui est en train de s'en prendre à la statue de Colbert devant l'Assemblée. Pourquoi ils ne savent pas comment faire, les gendarmes? Mais parce qu'ils ont peur à la fois des réseaux sociaux et qu'on leur dise vous avez été trop violent. Donc l'autorité est en train d'être sapée sous nos regards. Et puis maintenant, il y a la justice qui n'est plus considérée par les Français depuis un bout de temps, mais là les affaires s'accumulent, comme suffisamment crédible. Je résume. Les piliers principaux de notre démocratie, c'est quoi? C'est l'autorité, c'est la classe politique, c'est la justice. Et bien tout ça est en train de partir en quenouille. Et sur le fond, c'est bien plus grave que les affaires des uns et des autres, parce qu'il en va de la République française. Mais qu'est-ce qui peut se passer alors? Qu'est-ce qui va se passer suite à ces affaires? Est-ce qu'il faut dissoudre ce parquet national financier? Demandons à notre spécialiste. Moi, je ne sais pas ce qu'elle en pense. En tous les cas, la question qui se pose, c'est l'indépendance. Quel que soit le parquet, parquet national financier ou le parquet en général, l'indépendance du parquet vis-à-vis du pouvoir exécutif. Donc, soit on décide de réformer la justice, parce que pourquoi ce parquet dépend du pouvoir exécutif? Excusez-moi, ça ne résout pas la question des juges militants. Il y en a. Je vais aller au fond du problème. Je ne vais pas vous rappeler le mur des comptes du syndicat de la magistrature. Mais là, vous avez raison, Judith. C'est que le français moyen que je suis a l'impression de certains juges, pas tous évidemment, qui veulent
détruire des élus, enfin des candidats de droite, des personnalités de droite. Mais il n'y a pas un problème avec la nomination des magistrats? Excusez-moi, mais en fait, il y a deux choses. Oui, il y a des exceptions, heureusement. En fait, c'est deux choses différentes, c'est deux sujets différents. Et vous avez raison, Judith. Il y a des magistrats qui sont idéologiquement, on le sait, militants, etc. On le sait d'ailleurs. Ils sont même choisis pour ça. Ils sont même choisis pour ça. Dans l'affaire Fillon, c'est le cas avec le juge Tournel. Alors attendez, Eric. Je suis pas un fou amoureux du système américain, que je dénonce par ailleurs sous plein d'aspects. Mais il y a une grande différence, me semble-t-il, et je parle évidemment sous le sceau de votre compétence, chère madame. C'est qu'aux États-Unis, il y a une élection pour les shérifs, mais aussi pour les gens de loi. Vous voyez? Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis simplement qu'en France, quand vous n'êtes pas révocable réellement, quand vous êtes sûr de continuer à avoir votre job, eh bien, vous pouvez prendre les positions militantes que vous voulez. Vous pouvez subir les pressions que vous voulez parce qu'il n'y aura pas de sanctions. Ouais. Aux États-Unis, les hommes de loi sont élus. Vous voyez la différence, c'est démocratique. Alors Nicolas va pas être d'accord tout à fait, j'imagine, avec ça, et peut-être vous, chère madame, non plus, mais c'est une grande différence. Et je ne suis pas un amoureux béat du système américain. Non mais Eric, je vais presque être d'accord avec vous. Je pense que le sujet, c'est pas un sujet d'indépendance des juges. Le problème, c'est la responsabilité des juges. Et ce sujet, on n'a jamais voulu le mettre sur la table politiquement. On a aujourd'hui un système où les hommes politiques ne veulent plus mettre leurs mains dans la justice, mais en même temps continuent à être très tentés de le faire, ont organisé un système qui, de fait, allège énormément leur influence sur le système judiciaire, et c'est bien le problème d'ailleurs. Est-ce que c'est normal que la garde des Sceaux n'ait pas plus de pouvoir sur les affaires après tout? Est-ce qu'on peut se poser la question? Et à côté de ça, un système un peu d'irresponsabilité totale des magistrats qui se retrouvent à se gérer eux-mêmes. Donc il y a un moment où si on veut aller vers plus d'indépendance ou vers moins de contrôle, il va falloir se poser la question de la responsabilité des magistrats en retour. Et cette question-là, personne ne veut l'aborder, ni à droite ni à gauche. Oui. Alors, oui, Najwa. Et on l'a vu avec Outreau. Hein. Oui, non, mais pour rebondir sur ce qui a été dit, oui, en effet, il y a une responsabilité des juges. Une irresponsabilité. Qui doit être posée. Oui. Voilà, qui doit être posée. Mais je pense aussi que l'indépendance du parquet est une question aussi qu'il faut poser. Souvenez-vous du procureur de Nice qui a dit mais j'ai agi pour ne pas déplaire au président. J'ai menti pour ne pas déplaire en effet au président. Eh ben je suis désolée, vous avez un parquet qui dépend nominativement parlant du pouvoir exécutif. C'est lui que ça met en cause. Ouais. Oui, mais du coup, ça jette la suspicion. Ah oui, c'est sûr. Ça jette la suspicion sur l'ensemble du système judiciaire. Il ne faudrait pas que le procureur... Il aurait dû être sanctionné, ce type-là. Ouais, il a été muté. Ah, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que le procureur du PNF soit élu par le Parlement? Pourquoi pas? Et qui soit plus dépendant à quoi sert le PNF? Très bonne question, ma chère Valérie. Oui. Et qui dépend plus du procureur général. Non, c'est moi qui ai posé la question. Pardon, Valérie. Non, mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais. On la vote. Moi, je vote pour. Non, ce moi serait aussi, je vote pour. Élu par... voilà, c'est une proposition. On a un auditeur qui voulait réagir. Pierre, bonjour. Bonjour. Bonjour, Pierre. Je suis surpris que les journalistes et les avocats soient choqués de ces méthodes. Vous savez, les administrations, qu'elles soient judiciaires, fiscales, et je dirais même jusqu'à l'enseignement, abusent depuis des années de leur pouvoir et font au fond la pluie et le beau temps. Et c'est souvent un excès de zèle d'un administratif, d'un bonhomme qui va être là au milieu et qui va vouloir se distinguer par rapport aux autres. Alors certes, là, la méthode, elle vous paraît choquante parce qu'elle touche, bien entendu, le système politique pur et le gouvernement, mais pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait usuel, quoi. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Et la vraie question, c'est, comme le disait peut-être tout à l'heure, il faudrait se poser la question, est-ce qu'au fond, on doit maintenir ces personnes dans la sécurité de l'emploi tel qu'on le voit depuis toujours, puisque au fond, leur sanction, quoi qu'il arrive, c'est une mutation. Ce n'est jamais un licenciement. C'est pour ça que je prenais l'exemple du système américain. Absolument. Voilà. Et moi, j'ai eu l'occasion, et bon, c'est un petit peu à part, d'écrire en recommandé un jour à un Premier ministre,
j'ai eu une affluence de lettres et ensuite un contrôle fiscal parce que je soulevais une question qui était plus ou moins gênante et la méthode qui consiste à savoir qui vous êtes, c'est de vous expliquer que vous n'avez pas fait votre déclaration ISF à l'époque, donc impôt sur la fortune, pour que l'on récupère la totalité de vos informations, c'est-à-dire de savoir qui vous êtes, ce que vous avez, pour pouvoir un jour éventuellement vous contrôler de façon plus musclée si vraiment vous débordez et si vous portez atteinte à l'État. Et j'ai eu l'occasion, alors bien sûr ça vous paraît surprenant, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec des journalistes et des journalistes qui ont eu des journaux, qui ont été à la tête de journaux, qui ont eu aussi des contrôles fiscaux parce qu'ils avaient attaqué ou ils avaient utilisé, disons, des titres de journaux un peu choquants par rapport au président qui était en place et qui ont eu les mêmes résultats, c'est-à-dire un contrôle fiscal avec donc une déclaration de leurs biens à produire alors qu'ils n'étaient pas soumis à l'impôt sur la fortune. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il n'y a rien de nouveau, c'est une méthode qui existe depuis des années. Merci Pierre de votre appel, merci de votre témoignage. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, on va parler de ces municipales, deuxième tour un peu chaotique. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, municipal, irez-vous voter une élection au rabais? Peut-être que le mot est mal choisi, mais en tout cas, ça a été très compliqué de trouver la date, évidemment, à cause du Covid. Beaucoup de risques pour La République En Marche, mais également pour les Républicains qui risquent de perdre Marseille, vraisemblablement. Lyon et puis Paris semblent également gagner pour Anne Hidalgo. Qu'est-ce que, je sais pas, Eric ou Judith Weintraub, vous observez ça aussi? Oui, La République En Marche, de toute façon, a déjà perdu les municipales. Quoi qu'il arrive, l'équilibre des forces politiques est tel que, de toute façon, ils n'ont plus de candidats en passe de conquérir une grande ville. Bon, c'est un tout jeune parti, c'est vrai, qui a peu d'implantation locale. Il importe de le dire aussi. Le vieux système résiste. Et en plus, la stratégie du parti était tellement ambiguë, notamment quand il s'agissait d'empêcher des candidats verts d'être élus ou d'arriver ou de combattre pour le deuxième tour des candidats verts qui sont en très bonne position, que ce soit à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Besançon, à Lille, dans des villes extrêmement importantes, que pour les électeurs c'est complètement illisible. Je juge pas sur le fond. Hein. Pour moi, les candidats verts sont dans la plupart des cas des horreurs en termes économiques, des horreurs en termes de communautarisme. Heureusement que Sandra Rogol n'est pas là ce matin. J'en pense le plus grand mal. Mais après, il faut expliquer aux électeurs comment, quand on est La République En Marche et les Républicains, on peut se vouer aux gémonies sur le plan national et se tomber dans les bras sur le plan local. Au plan local, c'est pas possible. Non, moi, ce que je note, c'est l'union de la gauche. Et le retour de l'union de la gauche, c'est plutôt pour moi une bonne nouvelle, vous le dites, mais qui risque effectivement de déboucher sur des vrais résultats électoraux concrets. Et c'est quelque chose qui va être intéressant à regarder après les municipales. D'abord parce que c'est quelque chose que scrute évidemment le président de la République dans ses arbitrages finaux. Et puis c'est un moyen aussi pour la gauche peut-être d'apprendre par le terrain, par le local. C'est souvent comme ça que la gauche s'est renouvelée d'ailleurs, par le local, par le municipal. On a beaucoup parlé du socialisme municipal. Là, on est dans un contexte tout à fait différent. Mais je trouve notamment, par exemple, ce qui se passe à Marseille, ce qui s'est passé à Marseille en termes d'union à gauche, est très intéressant et peut devenir un modèle ou un exemple pour porter de nouveaux espoirs pour 2022. Voilà, désolé de vous démoraliser par cette journée à peu près ensoleillée à Nice, mais c'est un fait. Éric Revel. Oui, alors sur Marseille justement, parce que j'y serai dimanche, on va faire une grande spéciale avec la Provence, avec Sud Radio d'ailleurs et Azur TV. Donc moi je serai à Marseille, dimanche pour suivre ces résultats. Bon, d'abord c'est très compliqué à Marseille. Il y a 8 secteurs. Même si Madame Ruberella pour le printemps marseillais arrive en tête, on n'est pas du tout sûr que ce soit elle qui soit élue, parce que d'ailleurs il y a d'autres
d'autres personnalités sur sa liste. Donc vous voyez, c'est déjà compliqué parce que vous votez pour une liste avec une tête de liste, mais ça sera sans doute pas elle qui serait maire si sa liste se gagne. Et puis je rajoute qu'avec cette façon très marseillaise c'est une élection compliquée, personne n'est capable de vous dire jeudi pour le 3e tour, même si Madame Rubirola arrive en tête devant la liste de Madame Vassal pour les Républicains et celle de Monsieur Ravier ou pas, j'en sais rien pour le Rassemblement National, personne en fait ne fait de pari sur qui va être élu maire et va succéder à Jean-Claude Gaudin après 25 ans de mandat dans la cité phocéenne. Alors c'est vrai qu'à Marseille, il y a quand même un truc qui est très fort et qui pollue complètement cette campagne, c'est l'affaire des procurations frauduleuses avérées ou pas, dans le camp des Républicains de Madame Vassal. Et puis vous savez, moi j'aime bien l'œil gourmand de Jean-Claude Gaudin. On a fait la dernière interview de Jean-Claude Gaudin dans son bureau comme maire de Marseille. Alors quand vous lui dites, même s'il n'a pas répondu directement à la question, mais en fait un peu à la François Mitterrand, est-ce que c'est pas une meilleure chose que quelqu'un de votre camp ne vous succède pas? Il répond pas, mais l'œil gourmand s'allume, vous voyez. Ouais. Donc je ne suis pas sûr non plus que pour Madame Vassal, ce soit, au-delà de l'affaire des procurations, un grand parterre de roses. Et c'est vrai que cette élection s'annonce extrêmement serrée, extrêmement complexe. Mais pour pas décevoir Nicolas et pour pas le refroidir non plus, je lui dirais quand même que, je lui dirais quand même que sans doute que l'union de la gauche est de retour, sans doute que la gauche va rebondir avec les écologistes ou sans les écologistes. Mais il y a des villes où on comprend rien, puisque vous avez le PS qui s'allie à République En Marche, le PS qui s'allie aux Républicains. Enfin, il faudra m'expliquer qui a gagné, qui a perdu ces élections. Ce qui est sûr, c'est que la République en Marche va se prendre la porte dans la figure. Ouais. Oui, LREM va se prendre la porte dans la figure, donc pas de surprise, parce qu'on sait très bien que le taux d'abstention, d'après les derniers sondages, sera encore plus important, voire égal, si on est positif, comparé au premier tour. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça va être tellement une lourde défaite pour LREM que le président de la République a souhaité rapidement tourner la page, d'où le choix du 28 juin et non pas le choix de la rentrée pour l'organisation de ce second tour. Et remaniement dans la foulée. Exactement. Oui, donc voilà, on ouvre une autre page, on se réinvente. Et on a pu constater également, au regard des résultats du premier tour, que c'est les élus sortants qui ont été confortés. Majoritairement. Il y a des risques pour Martine Aubry, il y a des risques pour Gérard Collomb. À Nantes, c'est pas le cas. À Nantes, ce n'est pas le cas. À Dijon non plus. Vous avez raison, parce que les communes sont quand même petites. On parle que des têtes d'affiche, mais il y a plein de petites communes où ce sont les mêmes maires. Moins de 5 000 qui représentent l'intégralité des municipalités en France, où le maire sortant, vous avez raison, a souvent été réélu parce que c'est une élection de proximité. Donc on connaît son maire, quelle que soit son étiquette. Ouais, d'ailleurs, 30 000 maires ont été élus dès le premier tour. Donc là, vraiment, il y aura un focus sur les grandes villes, comme vous le disiez, Marseille. En tout cas, c'est raté pour l'ancrage territorial de la République En Marche. Ah oui, c'est complètement raté pour l'ancrage territorial. C'est raté pour la clarification, j'ose pas dire idéologique, on va dire programmatique. C'est vraiment un échec sur toute la ligne. Et en plus, ça risque d'avoir des conséquences. On parle de cette, sur les régions. De cette vague ou de vaguelette verte. Grosso modo, les instituts sondages considèrent que les écolos sont en mesure de l'emporter dans 7 à 10 villes de plus de 30 000 habitants. Il y a 260 villes de plus de 30 000 habitants en France. Donc c'est pour ça que je parle de vaguelette. Mais on sait que Emmanuel Macron a tendance à amplifier tous les signaux qui lui arrivent de l'appétence écologique des Français, c'est très bien de la prendre en compte, mais à chaque fois de se tourner vers l'écologisme et pas vers l'écologie pour leur répondre. Confère la fameuse convention citoyenne dont vous avez abondamment parlé cette semaine. Donc j'ai peur que les idées les plus cons soient boostées par ces municipales. Mais on va voir. Abstention, vous pensez? Abstention record? Les gens auront peur aussi d'aller voter peut-être. Moi j'espère que non. Le premier tour a été vraiment un premier tour quasiment volé aux électeurs pour des raisons et puis, sur lesquelles on ne reviendra pas. Il n'y a pas eu de campagne du tout. Et il faut vraiment aller voter au second tour. Enfin, c'est important, on en prend pour 6 ans.
absolument. Merci à tous les quatre. Merci également Eric Revel. Profitez du soleil de la Côte d'Azur. On se retrouve nous lundi. Dans un instant, c'est Jean-Marie Bordry qui sera avec vous. Très bon week-end à l'écoute de Sud Radio.